bonjour et bienvenue à ce nouveau plateau économique. Tableau économique, votre émission qui décrypte l'actualité économique en RDC et partout dans le monde. Merci de nous suivre sur Média Business Télévision, également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, GSK Télévision, mais également sur la radio Centrale FM. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui n'est pas des moindres parce que dans cette thématique, il y a eu un aspect qui a créé la polémique dans la classe politique, mais également la classe congolaise. Mais nous voulons donc comprendre aujourd'hui comment ça se passe, comment les choses se font au niveau des finances publiques. Vous avez compris, nous allons parler de la gestion des finances publiques, mais également plus précisément du trésor public. Tout ce qui est lié au trésor public, tout ce qui est lié à ce que l'État peut encaisser ou peut dépenser. Alors, pour en parler aujourd'hui, je suis avec un analyste économique qui n'est pas le premier, à sa première venue sur ce plateau. C'est M. Arsène Badibanga. Bienvenue, M. Arsène Badibanga. Merci beaucoup, Madame Gracia. Vous allez très bien. Oui, très bien. Très honoré de vous revoir encore sur notre plateau après autant de temps. Oui, je partage ce plaisir. Il est analyste économique, chercheur et il est aussi dans l'enseignement supérieur. Exactement. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la gestion des finances publiques, plus précisément du trésor public. Alors, d'entrée des jeux, expliquez-nous en des termes simples, c'est quoi le trésor public? Parce qu'on entend parler de tout ça. Voilà ce que le trésor public a donné, voilà ce que il fallait qu'on puisse renflouer le trésor public. Dites-nous, c'est quoi le trésor public? Merci beaucoup, Madame Chako. D'entrée des jeux, je veux souligner un élément très important sur le trésor public pour susciter l'intérêt de ceux qui nous suivent. C'est que le trésor public, c'est quelque chose qui engage la nation. La nation, dans notre cas, la nation congolaise, la République démocratique du Congo, c'est important que tous les citoyens lambda puissent comprendre l'utilité, l'importance, le pourquoi au fait de ce qu'on appelle trésor public, parce que c'est l'émanation du peuple. Ce sont l'ensemble des impôts, des taxes, des redevances, des recettes que génère le partenaire technique et social de l'État qu'on appelle la population. Donc, comprendre le trésor public, c'est avoir l'idée de comment l'État utilise le fonds qui provient de nos poches, qui provient de nos activités, alors pour pouvoir contrôler aussi son action. Parce que le but principal de la population envers ses dirigeants, c'est que les dirigeants aient une forme de redevabilité, une forme de rapport de comment ils gèrent les finances de leurs dirigeants, ce qui permet aux dirigeants de renouveler encore la confiance aux dirigeants. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, le trésor public, c'est très simple. C'est juste l'ensemble des avoirs ou des finances que détient l'État pour avoir le moyen de sa politique à l'interne, dans certains cas à l'externe. Alors, pour simplifier encore l'explication, j'ai dit que le trésor public, c'est l'assiette ou la caisse que détient l'État, et cette caisse ou cette assiette qui a pour rôle de pouvoir collecter tout ce qui est comme recette de l'État, tout ce qui est comme impôt de la population. On peut aller loin, même tout ce qui est comme certaines formes de taxes et des redevances. Là, c'est dans un cadre aussi complexe, mais en général, nous visons plus l'impôt et les recettes. J'aimerais encore ouvrir une parenthèse entre les deux, parce que ça prête confusion. Quand on parle des impôts, les autres prennent l'impôt comme une recette, bien que ce soit un plus-value qui entre dans la caisse de l'État. Il y a une différence en fait. Les recettes, elles ne proviennent pas de contribuables en fait. Ça peut provenir des entreprises de l'État. Nous avons parlé de la SNEL,
qui, après avoir émis des factures de consommation d'électricité, et le paiement de ces factures-là vont être logés dans le compte du Trésor public. Nous avons l'exemple de la Régie des eaux. Après avoir fourni de l'eau à la population, ils prennent les revenus de la facture de fourniture d'eau auprès des abonnés de la Régie des eaux. Et cette fois-là, ils versent aussi ça dans le Mais le M. Trésor public. Badimaka, qui gère le Trésor public? Parce Trésor, qu'à vous entendre parler, c'est plusieurs aspects qui arrivent à renflouer les caisses, la caisse, le Trésor public. Qui gère le Trésor public? le Trésor public a plusieurs acteurs qui le gèrent. Ce n'est pas le gouvernement seul. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui gère le Trésor public. Le Trésor public est géré par plusieurs entités. Et le modèle français, à ce niveau, leur Trésor public a même des organismes indépendants qui gèrent le Trésor public. Nous avons l'organisation pour la gestion des finances publiques. Il y en a beaucoup comme ça. L'État congolais, apparemment, le modèle qu'il a pris, c'est celui des entités déjà connues. Nous avons premièrement le gouverneur de la Banque centrale, M. Deogracia Mutombo Mwananyimbo, qui gère à l'interne et au quotidien le trésor public. Là, c'est au niveau de la Banque centrale. Je donne une précision. Le trésor public est logé au niveau de la Banque centrale. La Banque centrale qui a pour rôle en fait d'être une autorité de régulation de tout ce qui regarde la monnaie, de tout ce qui regarde les importations et les exportations. Parlant des importations et des exportations, j'ai fait allusion aux réserves de change, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Quels sont les autres acteurs qui gèrent le trésor public, à part le gouverneur de la Banque centrale ou la Banque centrale? Nous avons premièrement le ministre des Finances. Il est parmi les acteurs. Je peux citer aussi le rôle ou je passe à la volée? Non, nous passons, nous allons revenir lorsque nous allons parler, mais nous citons les grandes personnalités ou les grandes institutions. Nous avons la Cour des comptes, nous avons l'IGF, l'inspection générale des finances, nous avons, il y a aussi les peuples qui sont les partenaires sociaux, parce que ce sont eux qui renflouent les caisses du trésor public. Voilà en quelques lignes. Alors, qui sont pris finalement en charge par le trésor public? Qui sont pris en charge? Vous avez expliqué c'est quoi le trésor public, mais qui sont finalement pris en charge? Le trésor public prend en charge des caisses l'argent pour qui? Pour quelle catégorie de Congolais? Exactement. Les trésors publics des caisses, ils prennent en charge d'abord, premièrement, en fait, c'est le trésor public est là pour répondre aux dépenses que l'État a envers d'abord ses propres institutions. Je donne l'exemple, par exemple, en fait, de paiement, le paiement des policiers. Ils sont pris en charge par le trésor public. Après avoir, bien sûr, récolté l'argent de l'impôt, après avoir récolté l'argent des recettes, le trésor public à son niveau, il paye d'abord le salaire des policiers, les salaires des militaires, les salaires des mandataires, en général, les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires sont pris en charge par le trésor public. Exactement. Là, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est aussi l'investissement. L'investissement. Alors, vous entendrez de temps en temps au niveau de la radio, de la télé, on vous parle de l'émission des bons. On a émis les bons au trésor. C'est parmi les rôles aussi du trésor public. L'émission des bons, en fait, en quelques lignes, c'est juste l'ouverture des titres que la Banque centrale, que le trésor public à travers la Banque centrale, met en exergue par rapport à des investisseurs, par rapport aux banques commerciales. C'est-à-dire ils émettent un titre, mais pour finalement leur accorder un intérêt à partir d'une certaine période de maturité. Il y a beaucoup de formes de bons au trésor, ce n'est pas le sujet au fait. Alors,
ces bons au trésor sont à court terme, à moyen et à long terme. C'est-à-dire il y a le bon de trésor au trésor qui peuvent prendre une année. C'est-à-dire le trésor public met à la disposition des acteurs. Ça peut être des organismes financiers, ça peut être des banques, ça peut être par moment aussi des particuliers qui sont crédibles. Elle peut dire par exemple, j'ai mis sur la place publique un bon au trésor, ce qu'on peut appeler titre. Alors par exemple de 12 millions de francs congolais ou bien de 150 000 dollars à rembourser, par exemple que l'État congolais vous remboursera par exemple après 12 mois. Tout ça avec l'idée de pouvoir mobiliser encore plus de ressources afin d'enrichir la caisse du trésor public pour faire face à différentes dépenses, pour faire face à différentes obligations envers le tiers. Donc, c'est parmi les rôles du trésor public, le rôle principal. Nous sommes en train d'y arriver. Expliquez-nous en des termes simples. Comment l'État arrive à avoir de l'argent? Nous parlons des régies financières tout à l'heure. Comment est-ce que, en des termes très simples, quelles sont les grandes lignes qui font que le trésor public est renfloué? Les grandes lignes, je vous parle en fait de ce qui doit être fait. Excusez-moi de ne pas indexer ce qui se passe au gouvernement. Je n'aimerais pas être ce qui devrait être fait en exactement. Alors, en termes très simples, normalement, le trésor public a plusieurs possibilités de renflouer sa caisse. Nous avons, j'ai bien parlé ici des émissions de bons au trésor. Je peux encore parler des actions qu'il peut avoir dans d'autres structures. Il peut investir en termes même d'émissions sur les marchés financiers, par exemple. L'État, le trésor public peut investir sur les marchés financiers en achetant des titres ou soit des actions qui pourront par la suite lui rapporter des bénéfices. Ces bénéfices peuvent enrichir la caisse du trésor public pour faire face aux engagements avec tout ce qu'il a comme dépenses envers les fonctionnaires, financement de telle ou telle autre activité, en fait, à ce niveau. Alors, deuxièmement, nous avons ce qui est plus courant, la mobilisation des recettes internes par les régies financières. Par les régies financières. Nous avons parlé de la DGI. Les régies financières. Les régies financières sont les organismes ou bien les entreprises, en termes très simples, que l'État a mis sur pied pour pouvoir collecter tout ce qui est relatif aux taxes, tout ce qui est relatif aux impôts. Voilà ce qu'on peut appeler régie financière. Nous avons l'exemple de la Direction générale des impôts, nous avons l'exemple de la DGRAD, nous avons l'exemple de la DGDA. Ce sont les régies financières qui sont spécialisées à pouvoir collecter les impôts, collecter les recettes qui peuvent aller dans les trésors publics. Au-delà de tout ça, nous avons encore les recettes provenant des organismes ou des entreprises de l'État. Nous avons parlé de la SNEL, de la régie des eaux, c'est-à-dire en fait beaucoup d'entreprises comme ça, qui sont des entreprises de l'État, de la SONAS, oui, la Société nationale d'assurance, et on peut aussi parler de l'ARCA, de l'autorité de régulation, de tout ce qui est comme assurance. Alors, tous ces organismes dont je viens de citer concourent en l'enrichissement de l'assiette fiscale de l'État congolais par la Banque centrale du Congo. Donc, voilà les possibilités pour le trésor public de pouvoir collecter l'argent pour enfin donner la possibilité à l'État congolais de pouvoir avoir le moyen de son action. C'est-à-dire, quand il y a un problème de route, les interventions doivent provenir de la caisse du trésor public. Alors, nous y arrivons. Quel est le processus dans ce décaissement? Parce que nous avons renfloué le trésor public et comme vous venez de le dire, l'État se donne les moyens pour exécuter sa politique. Il y a un processus de décaissement. Comment ça se passe? Le processus est résumé en 3 étapes. Alors cela devra répondre
à la politique des autorités de tutelle en la matière. Mais le processus est à 3 étapes. Nous avons d'abord la procédure, nous avons l'ordonnancement et nous avons enfin la liquidation. C'est le 3 processus-là. Donc il y a un besoin qui répond déjà à un budget. C'est pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse. On ne peut pas parler du trésor public sans parler aussi du budget. Donc ce sont des éléments qui sont côte à côte. Dans le monde scientifique ou le monde des recherches, certains experts confondent les deux. Ils confondent les budgets des finances publiques et le trésor public. Je crois que ce n'est pas... Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Nous allons nous arrêter au trésor public. Alors, à ce niveau, il y a un besoin qui s'est fait sentir. Bien sûr, au préalable, avec un budget déjà étayé dans ce qu'on appelle la loi sur les budgets. La loi sur les budgets, en fait, c'est l'ensemble de procédures qui permettent à une entité de pouvoir engager dans le norme et dans le respect du prescrit tout ce qui est relatif aux dépenses. Alors, le tout se passe là. Bien sûr, il y a un besoin qui s'est fait sentir. Ce besoin doit passer par une procédure dont je viens de citer, la loi sur les budgets. Alors, dès qu'il y a ce besoin qui respecte les procédures, cette procédure est soumise à ce qu'on appelle la deuxième étape qui est l'ordonnancement. C'est-à-dire à différentes signatures pour pouvoir authentifier le besoin et le rendre plus crédible. Alors nous avons différentes entités qui entrent en jeu au niveau du ministère du Budget. Après, dès que c'est approuvé au niveau du ministère du Budget, ça passe par le ministère des Finances, ça dépend des gaps ou bien de niveau en termes de volume d'argent, et à partir de là, ça reçoit le go, bien sûr, du ministère des Finances au niveau de la Banque centrale. La Banque centrale voit si c'est faisable, c'est là que le gouverneur de la Banque centrale intervient pour le décaissement. Alors, le tout est régi par ce qu'on appelle la loi du budget et la loi des finances, qui a presque le même système que la loi du budget. J'ai bien parlé de l'ensemble des normes et des procédures qui engagent le décaissement des fonds, qui engagent tout ce qui est comme dépenses publiques, bien sûr, avec le respect de ce qu'on appelle les budgets. Un budget au départ, si nous voulons bien reculer, qui était déjà soumis au Parlement. Alors, voilà à ce niveau. Il y a tellement de notions qui entrent en jeu, vous l'avez compris, chers téléspectateurs et auditeurs, mais vous êtes un ancien banquier. Exactement. Nous allons donc parler de la question épineuse qui concerne le trésor public. Mais j'aimerais d'abord, avant que je pose ma question épineuse, j'aimerais que vous nous donniez la notion des cartes bancaires en général. Nous, les Congolais, c'est quoi une carte bancaire? Une carte bancaire, c'est un mécanisme électronique. Un mécanisme électronique que l'on lie à un compte pour permettre aux détenteurs de faire différentes transactions dans une certaine limite. Voilà ce que moi j'entends par carte bancaire. Une carte Visa. On n'est pas censé citer les noms, mais nous sommes en train d'aller pédagogiquement. Une carte Visa. Alors, il n'y a pas que la carte Visa. Il y a aussi Mastercard, il y a PayPal, il y en a beaucoup au fait. Alors, en des termes très simples, Visa, c'est une entreprise financière qui a mis ses services auprès des institutions financières. C'est-à-dire, cette entreprise facilite, à partir de sa technologie, aux entreprises financières de pouvoir munir leurs clients de ces dispositifs électroniques de retrait des fonds dans le compte des détenteurs. Bien sûr, dans une certaine limite. Alors, ce qu'on appelle la carte Visa, c'est juste identifier ces mécanismes-là par rapport à l'entreprise qui a mis ses services auprès des institutions financières. Voilà tout ce qu'on peut entendre par carte Visa. Un autre détail important, c'est que la carte Visa permet au détenteur qui est client d'une institution financière, j'évite de parler plus
seulement des banques, parce qu'il y a des microfinances qui utilisent les cartes Visa. De nos jours, il y a certaines institutions financières qui utilisent en fait les cartes Visa. Alors, ces cartes-là sont internationales et peuvent pénétrer dans n'importe quel distributeur sur le plan tant national que local. Très bien, une Exactement. précision de taille. Alors, il y a eu la polémique il y a quelques semaines passées autour des cartes Visa. La plupart des Congolais d'ailleurs ne connaissaient même pas qu'il y a des cartes Visa qui sont détenues par certaines personnalités politiques. Exactement. Donc la polémique s'est faite dans toutes les sortes, sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'il y a même eu certaines personnalités politiques qui se sont senties lésées et qui ont porté plainte contre l'IGF, entre autres, qui a donné une certaine liste. Alors, est-ce que cette pratique qui a été dénoncée est légale? Est-ce que certaines personnalités politiques devraient détenir des cartes Visa que le trésor public rend flou? C'est une question très pertinente, c'est important. Dans cette matière, je ne préfère pas porter ma casquette de politique. Alors, je préfère plus parler en fait de ce qui doit être fait et ce qui s'est fait. Qu'est-ce qui doit être fait? Nous sommes dans la légalité. Exactement. La première des choses, c'est que nous avons ce qu'on appelle, je l'ai répété tout à l'heure, ce qu'on appelle la loi sur les finances publiques. Cette loi, en fait, je dis bien que c'est l'ensemble des mesures et des procédures publiées par le ministre en charge des finances pour orienter tout ce qui est relatif aux dépenses, tout ce qui touche aux finances publiques. Alors, c'est cette loi qui est la colonne vertébrale de tout ce qui est comme transaction financière, de l'argent qui se trouve dans les trésors publics vers le tiers via différents engagements de l'État envers soit ses dirigés ou soit les fonctionnaires qui travaillent pour lui. Alors, en lisant cette loi-là, en son temps, nous n'avons nulle part vu dans cette loi qu'il est indiqué la présence des cartes Visa ou bien des mécanismes de dépenses liés à une certaine entité électronique. Il n'y a aucune place dans cette loi où c'est mentionné. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, si cette pratique existait comme on nous le fait entendre par le politique, ça existait sur base de quel arrêté ministériel? Et faudrait-il savoir, est-ce que le ministre des Finances avait-il compétence de pouvoir publier un arrêté sur l'utilisation de l'argent du trésor public? J'ai dit bien, si ces cartes-là ont existé comme on le dit, c'est-à-dire il y a un problème sur l'adéquation entre la loi sur les finances publiques et la pratique en soi, en fait. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, il n'y a aucun cadre légal qui autorise les cartes Visa qui sont détenues par certaines personnalités politiques dans le gouvernement ou pas dans le gouvernement. Exactement. À notre connaissance, sauf omission de notre part, je le dis bien, qu'il n'y a aucun cadre légal qui autorise, bien sûr, en se référant à la loi sur les finances publiques, qui autorise à un ténor, soit mandataire public, ou soit un ministre ou un membre du gouvernement, de détenir ces cartes-là. En termes Mais alors, très comment simples. ça s'est fait? Ça devrait être... comment ça s'est fait? Comment les personnalités pouvaient se retrouver avec ces genres de cartes et que le trésor public pouvait renflouer ces cartes et il les utilisait fréquemment? Notre petite recherche nous a conduit à écouter les uns et les autres. Quelques personnes qui détenaient ces cartes disent en fait que c'est une carte qui n'était réservée qu'au ministère régalien. En fait, une manière pour eux de faciliter leur trésorerie quand ils sont à l'étranger. Alors,
notre constat en tant qu'analyste économique, nous avons en fait remarqué que la plupart des gens qui détenaient ces cartes sont ceux qui étaient sous sanction de la communauté internationale. Quand nous approfondissons la question, nous avons compris, étant vraiment du domaine, que cette sanction interdisait à la plupart d'autorités de pouvoir faire des transactions vers les pays qui les ont sanctionnés. Mais vous n'avez pas lu toute la liste, hein, parce qu'il y avait certains membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba qui étaient dedans aussi, ils ne sont pas sous les sanctions. Exactement, nous avons parlé de la plupart. Je ne veux pas aussi citer leurs noms. On ne cite pas Je ne veux pas qu'on me colle un procès On de ne va pas citer les noms ici. Alors, nous avons compris en fait qu'à l'époque où il y a eu cette sanction, la plupart des banques ont procédé à la fermeture de leurs comptes. Donc la carte Visa brisait cette possibilité de pouvoir retracer ces transferts vers l'étranger, afin de leur garantir cette liberté de dépenses pour ne pas être repérés par les banques internationales. En fait, c'est à ce niveau que nous concluons les buts en fait, de l'émission de cette carte, parce que ça n'a pas été signifié dans la loi sur les finances ni sur les budgets. Très bien. Nous sommes en train de conclure, malheureusement, c'est généralement 30 minutes d'émission, M. Arsène Badibanga. Et cette question est restée pendante. Et ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que dans tout le processus, la chaîne de dépenses, l'ordonnancement, tout ce que vous avez dit, les cartes Visa ne se retrouvent nulle part. Exactement. Ça, c'est votre lecture. Oui. Nous allons conclure avec la toute dernière question. Est-il aujourd'hui possible de retracer dans un pays comme la RDC les dépenses et les recettes de la RDC? Ce sera la dernière question. C'est possible. À l'heure où il y a la corruption, est-ce que c'est possible de vraiment retracer les dépenses et les recettes? Oui, c'est possible. Déjà, quand il y a un engagement de dépenses, il y a les mobiles de l'engagement de cette dépense. Là, c'est le premier élément qui facilite et favorise le retracement. Sinon, l'IGF n'aurait pas eu la facilité de pouvoir retenir les infractions qui sont commises dans la fonction publique. Voilà, le premier élément, c'est l'objet de la dépense. Le deuxième élément, c'est la loi sur les finances et sur les budgets. Alors, c'est ça même le rôle de la Cour de compte. La Cour de compte qui est un partenaire principal de la gestion du trésor public. Elle vient pour s'assurer que la chaîne des dépenses a respecté la procédure de la loi sur les finances publiques ou sur les budgets. Et encore l'IGF qui est un acteur majeur important parce qu'il recherche les infractions et les violations des procédures dans la chaîne de dépenses. Donc, dès lors qu'il y a une chaîne de dépenses déjà bien établie, par les procédures déjà bien connues, malgré la corruption, il y a cette possibilité de pouvoir retracer, bien sûr avec des soubassements, la chaîne de dépenses au niveau du trésor public. Donc c'est possible dans ce pays, c'est seulement qu'il y a plusieurs défis. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin. Je crois que... On en parlera prochainement. Comme d'habitude, hein, on a l'habitude de faire des séquences avec vous. Nous en parlerons prochainement. Merci à tous nos téléspectateurs, à tous nos auditeurs de Média Business Télévision, sur YouTube, GSK Télévision et sur la radio Centrale FM. Aujourd'hui, nous parlions du trésor public, la gestion des finances publiques avec M. Arsène Badibanga. Nous allons continuer prochainement avec le même plaisir. Vous écrivez sur WhatsApp au numéro qui est affiché et qui sera certainement lu sur la radio. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux et nous nous retrouvons prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Crack it.